La nuit à Paris avait cet éclat artificiel que seules les grandes métropoles connaissent. Au dernier étage d'un immeuble de l'avenue des Champs-Élysées, le Constellation Bar accueillait sa clientèle habituelle de cadres, d'entrepreneurs et de gens qui mesuraient leur succès au prix du whisky qu'ils commandaient. Raphaël Laurent Fournier ajusta sa montre suisse à son poignet et observa la vue panoramique de la ville. À 42 ans, il avait bâti un empire immobilier qui brassait des milliards d'euros par an. Fournier Holdings était synonyme de pouvoir sur le marché, et Raphaël aimait cette réputation. Il s'assit au comptoir en marbre, noir, sa place préférée. De là, il pouvait observer tout et tout le monde. Le contrôle était quelque chose que Raphaël maîtrisait comme peu d'autres. Chaque décision, chaque mouvement était calculé avec une précision chirurgicale. C'est pourquoi, lorsque la jeune serveuse s'approcha avec sa commande habituelle, il perçut immédiatement que quelque chose était différent. Elle posa le verre en cristal devant lui. Un whisky écossais de 25 ans, valant 500 € le verre. Mais en même temps que le verre, ses doigts firent glisser un morceau de papier plié. Ses yeux, normalement calmes et professionnels, étaient écarquillés. Il y avait une peur authentique dans ce regard noisette. Raphaël prit le papier avec naturel, comme si c'était une serviette. Il le déplia sous la table, en gardant une expression neutre. Les mots manuscrits d'une écriture hâtive firent accélérer son cœur pour la première fois depuis des années. Ne buvez pas, souriez, et partez maintenant. Il leva les yeux vers la jeune femme. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, les cheveux sombres attachés en un chignon impeccable, l'uniforme noir et blanc de l'établissement. Son badge indiquait Marine. Il n'avait jamais prêté attention à son nom auparavant. En réalité, Raphaël remarquait à peine les gens qui le servaient. Mais maintenant, Marine avait toute son attention. Elle essuyait un verre avec des mouvements mécaniques, mais ses yeux ne le quittaient pas. Il y avait de l'urgence dans ce regard, une supplication silencieuse. Raphaël avait bâti sa fortune en lisant les gens, en interprétant les signes, en identifiant quand quelqu'un bluffait ou disait la vérité. Et Marine ne bluffait pas. Instinctivement, il lui saisit le poignet une brève seconde, alors qu'elle passait près de lui. Ce fut un mouvement subtil, presque imperceptible. Elle s'approcha, feignant de prendre une commande. 3 hommes, en costume, entrèrent dans le bar à ce moment précis. Raphaël les reconnut immédiatement. Ils travaillaient pour Victor Chevalier, son plus grand rival sur le marché immobilier. 2 mois plus tôt, Raphaël avait réussi à conclure une affaire de 15 millions d'euros que Victor considérait déjà comme acquise. Un projet gigantesque, à Boulogne-Billancourt, qui allait changer le profil de tout un quartier. Victor était devenu furieux, avait proféré des menaces publiques, promis que Raphaël paierait pour cette humiliation. À l'époque, Raphaël avait tout rejeté comme du théâtre. Victor avait toujours été dramatique, enclin aux exagérations. Mais maintenant, en voyant ces hommes entrer et le regarder directement, avec ses sourires froids et calculés, Raphaël ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. La peur. Marine murmura rapidement, sa voix tremblante. « Le verre est drogué. Dans 2 minutes, vous vous évanouirez. Ils vont vous enlever. Je suis la seule personne ici qui ne veut pas vous voir kidnapper. » Raphaël traita l'information en quelques fractions de secondes. Chaque détail s'emboîtait. Les hommes de Victor, la boisson chère qu'il commandait toujours, le timing parfait. Marine connaissait sa routine, savait qu'il venait tous les jeudis, toujours à la même heure, commandait toujours la même chose. Il regarda le verre de whisky doré, 500 € de danger liquide. Sans hésiter, Raphaël prit le verre et le leva dans un toast silencieux aux hommes qui l'observaient. Il approcha le liquide de ses lèvres, mais n'en but pas une seule goutte. Il sourit, feignant de savourer l'arôme, et reposa le verre sur la table. Puis, avec le naturel de quelqu'un qui décide simplement de partir, il se leva. « Je sens que je ne me sens pas bien », dit-il assez fort pour que tout le monde entende. « Je pense que je vais rentrer plus tôt. » Marine hocha. La tête, professionnelle. Mais lorsque Raphaël passa devant elle en direction des toilettes, elle murmura une seule instruction. Sortie de secours à l'arrière. Courez. Raphaël entra dans le couloir des toilettes, mais ne s'arrêta pas. Il vit la porte rouge avec l'avertissement d'alarme incendie. Il n'y avait pas de temps pour penser aux conséquences. Il poussa la porte avec force. L'alarme retentit, stridente et urgente,
Mais Raphaël descendait déjà les escaliers de service. Ses chaussures italiennes résonnaient sur les marches en béton alors qu'il descendait 20 étages sans s'arrêter. Quand il atteignit finalement la rue par l'arrière de l'immeuble, il se trouvait dans une ruelle étroite qui sentait les ordures et la graisse de restaurant. Totalement différente de l'entrée glamour du Constellation. Raphaël courut dans la ruelle, desserrant sa cravate, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il entendit des pas derrière lui. Il se retourna brusquement et vit Marine. Elle avait enlevé son tablier d'uniforme et courait dans sa direction. « Continuez à courir, dit-elle, essoufflée. Prenez un taxi, allez quelque part où ils ne s'attendront pas à vous trouver. »« Qui êtes-vous » demanda Raphaël, mais Marine reculait déjà. « Quelqu'un que vous détesterez quand vous découvrirez la vérité. Mais pour l'instant, je suis la personne qui vous a sauvé la vie. » Et elle disparut de nouveau dans la ruelle, laissant Raphaël seul dans la nuit parisienne. Il ne rentra pas dans son penthouse du 16e arrondissement. Il prit un taxi et demanda à être déposé dans un hôtel modeste du 13e arrondissement, loin de ses cercles habituels. Il paya en espèces, utilisant une identité qu'il gardait pour les urgences. Raphaël Fournier n'était pas arrivé au sommet en étant imprudent. Enfermé dans la petite chambre impersonnelle, si différente de son monde de luxe, il laissa enfin l'adrénaline retomber. Ses mains tremblait lorsqu'il prit son téléphone portable. Il composa un numéro que peu de gens connaissaient. « Douglas, j'ai besoin de vous maintenant. » Douglas Martin était le chef de la sécurité de Fournier Holdings, ancien policier de la DGSI, discret et loyal. S'il y avait quelqu'un en qui Raphaël avait une confiance absolue, c'était lui. 15 minutes plus tard, Douglas était dans la chambre d'hôtel. « J'ai besoin d'une enquête complète, » dit Raphaël. « Tout sur une serveuse du Constellation Bar. Nom, Marine, tout, famille, antécédents, où elle vit, avec qui elle est en relation, et je veux ça pour hier. » Douglas ne posa pas de questions. Il hocha simplement la tête et sortit. Raphaël passa une nuit blanche, alternant entre la fenêtre et le lit. Chaque son dans le couloir le mettait en alerte. Il avait sous-estimé Victor Chevalier. Cet homme ne faisait pas de menaces en l'air. Et d'une manière ou d'une autre, une simple serveuse de bar avait sauvé sa liberté, peut-être sa vie. Mais la question qui le tourmentait le plus n'était pas à propos de Victor. C'était à propos de Marine. Pourquoi l'avait-elle sauvé? Comment connaissait-elle le plan? Et que voulait-elle dire par cette phrase énigmatique sur le fait qu'il la détesterait quand il découvrirait la vérité? Raphaël regarda par la fenêtre la ville illuminée. Quelque part là-dehors, Marine se cachait aussi, avec ses propres secrets et motivations. Et Raphaël devait découvrir lesquels avant qu'il ne soit trop tard. 2 jours, pensa-t-il. Il avait demandé 2 jours à Douglas pour le dossier complet. 2 jours avant de découvrir qui était vraiment la femme qui avait tout changé avec un simple billet plié. Raphaël se leva et se dirigea vers la fenêtre de la modeste chambre. Dehors, la ville continuait sa routine nocturne, indifférente à son drame personnel. Des voitures passaient, des gens marchèrent sur les trottoirs, des néons clignotaient sur les devantures des commerces. La vie suivait son cours normal pour tout le monde, sauf pour lui. Il pensa à sa routine avant cette nuit. Prévisible, contrôlée, méticuleusement planifiée. Il se levait à 5 heures du matin, faisait du sport pendant 1 heure, petit déjeuner rigoureusement équilibré, arrivait au bureau à 7 heures. Réunions, négociations, décisions qui brassèrent des millions d'euros. Déjeuner d'affaires dans des restaurants chers, d'autres réunions l'après-midi, dîner seul dans son penthouse, travaillant généralement sur des rapports. Et chaque jeudi, sans faute, le patient said ça, Constellation Bar pour son whisky à 500 €. C'était une vie de luxe, mais aussi de solitude. Raphaël n'avait pas de vrais amis, seulement des associés. Il n'avait pas de famille proche. Des petites amies apparaissaient et disparaissaient, attirées par son argent et son statut, mais ne le connaissant jamais vraiment. Il avait construit des murailles autour de lui, pensant que cela le rendait fort. Mais Marine, avec un simple billet, avait fissuré ces murailles. Il regarda à nouveau le papier froissé dans sa main. L'écriture était ferme malgré la hâte, montrant que Marine était sûre de ce qu'elle faisait. Elle avait tout risqué pour le sauver. Pourquoi? Cette question le tourmentait plus que tout autre. Les gens ne faisaient pas de telles choses sans raison profonde. Raphaël prit son téléphone et envoya un message à Douglas, même en sachant qu'il travaillait déjà sur l'affaire.
J'ai besoin de savoir absolument tout sur elle. Son parcours scolaire, ses emplois précédents, sa famille, ses amis, ses comptes bancaires, sa présence sur les réseaux sociaux, tout. Et je veux savoir si elle a un lien quelconque avec Victor Chevalier en dehors du bar. La réponse de Douglas arriva presque immédiatement. J'y suis déjà, patron. Vous aurez votre dossier. Raphaël s'allongea sur le lit inconfortable, si différent du matelas orthopédique à 2000 € qu'il avait chez lui. L'oreiller était fin, la couverture rêche. Mais il remarquait à peine l'inconfort physique. Son esprit était trop occupé à traiter les événements de la nuit. Il avait sous-estimé Victor. C'était une erreur qu'il ne commettrait plus. Victor Chevalier n'était pas seulement un rival en affaires. C'était un homme dangereux, prêt à franchir des lignes que Raphaël, malgré toute sa dureté en affaires, ne franchirait jamais. Enlèvement, drogue, probablement pire. Et Raphaël lui avait marché, sur les pieds, lui avait volé une affaire que Victor considérait comme sienne de droit. La guerre entre eux ne faisait que commencer. Raphaël le sentait dans ses os. Mais maintenant, il avait une variable que Victor n'attendait pas, Marine. Qui qu'elle soit, quoi que la motive, elle s'était interposée entre Raphaël et le danger. Cela créait une dette, une connexion, quelque chose que Raphaël devait comprendre complètement. Les heures passèrent lentement. Raphaël alternait entre des moments de réflexion et des accès de planification. Il passait mentalement en revue toutes ses affaires, identifiant les vulnérabilités, pensant à la manière dont Victor pourrait attaquer ensuite. Son entreprise était solide, mais aucune organisation n'était impénétrable. Il devait renforcer la sécurité, réviser les contrats, s'assurer que ses alliés restaient loyaux. Mais plus que tout, il devait découvrir la vérité sur Marine Dubois, parce que quelque chose lui disait qu'elle était la clé de tout ce qui allait arriver. 48 heures plus tard, Raphaël était de retour dans son bureau, au 25e étage de l'immeuble de Fournier Holdings. Les immenses baies vitrées offraient une vue privilégiée sur la ville, mais il remarquait à peine le paysage. Son attention était entièrement concentrée sur l'enveloppe Kraft que Douglas venait de poser sur son bureau en acajou. « C'est tout ce que j'ai pu trouver en 2 jours, dit Douglas. Et croyez-moi, il y a plus que ce que vous attendiez. » Raphaël ouvrit l'enveloppe. Des photographies, des documents, des registres, la vie de Marine Dubois commença à se dérouler sous ses yeux. Marine Béatrice Dubois, 26 ans, originaire de Lyon, diplômée en administration de la Sorbonne avec d'excellentes notes, travaille aux Constellations depuis seulement 8 mois. Avant cela, elle a eu des emplois dans 3 autres bars et restaurants de luxe dans le quartier des Champs-Élysées, ne restant jamais plus de 2 mois à chaque endroit. Raphaël fronça les sourcils. Cela n'avait pas de sens. Une femme avec un diplôme d'une université prestigieuse, travaillant comme serveuse de bar. « Continuez à lire », ordonna Douglas en désignant une section spécifique du rapport. Raphaël tourna les pages et trouva ce que Douglas voulait qu'il voie. Une photographie d'un jeune homme, d'environ 30 ans, un grand sourire et des yeux qui rappelaient vaguement ceux de Marine. « Voici Bruno Dubois, dit Douglas, le frère aîné de Marine. Ou plutôt, c'était. » Raphaël leva les yeux. Il a disparu il y a 1 an et 2 mois. Officiellement, les autorités ont classé l'affaire comme une disparition volontaire, mais la famille n'y a jamais cru. « Disparition », répéta Raphaël. Et que faisait Bruno? Il était comptable. Et pas pour n'importe qui. Il était le comptable personnel de Victor Chevalier. Raphaël eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Toutes les pièces commencèrent à s'emboîter dans son esprit. Selon mes sources, continua Douglas, Bruno a découvert des irrégularités dans les livres de comptes de Chevalier. Blanchiment d'argent, détournement, corruption, pot de vin à des fonctionnaires. C'était un système gigantesque. Bruno a essayé de faire ce qui était juste. Il a copié des documents, rassemblé des preuves et a pris rendez-vous avec l'administration fiscale. Et que s'est-il passé? Il n'est jamais arrivé au rendez-vous. Il a disparu 2 jours avant. Son appartement a été retrouvé en ordre, des vêtements dans l'armoire, son portefeuille et ses papiers sur la table. Comme s'il était sorti acheter du pain et n'était jamais revenu. La police a enquêté pendant 3 mois, mais sans corps, sans preuve de crime. Ils ont classé l'affaire. Raphaël regarda à nouveau la photo de Bruno, un homme qui avait essayé de faire ce qui était juste et en avait payé le prix. Marine sait ce qui lui est arrivé.
Douglas hocha gravement la tête. Elle le sait, ou du moins, elle s'en doute fortement. Selon mes enquêtes, elle a passé les 13 derniers mois à infiltrer le monde de Victor Chevalier. D'abord, elle a travaillé dans un restaurant qu'il fréquente, ensuite dans un club privé où il a des réunions, et finalement aux Constellations, qui est pratiquement son bureau informel. Elle chasse les informations, Raphaël. Elle essaie de terminer ce que son frère a commencé. Et elle m'a sauvé d'un enlèvement. Pourquoi? Par bonté de cœur? Douglas esquissa un sourire sans humour. Vous êtes le seul homme à Paris avec les ressources, le pouvoir et la motivation suffisants pour détruire Victor Chevalier. Elle a autant besoin de vous que vous aviez besoin d'elle cette nuit-là. Raphaël s'adossa à son fauteuil en cuir, digérant tout. Marine n'était pas seulement une serveuse de bar, c'était une femme en mission, mue par quelque chose de bien plus fort que l'argent ou l'ambition. Elle cherchait justice pour son frère. Et elle avait tout risqué pour sauver Raphaël parce qu'elle le voyait comme une arme contre leur ennemi commun. « Où est-elle maintenant » demanda Raphaël. « Elle est retournée travailler aux Constellations, comme si de rien n'était. » Raphaël admira son courage, ou sa folie. Retourner à cet endroit, servir des boissons aux mêmes hommes qui avaient probablement fait disparaître son frère. « Je dois lui parler. Ce n'est pas une bonne idée, patron. Y retourner serait... Je sais. C'est pourquoi je ne vais pas aux Constellations. » Raphaël prit un stylo et écrivit une adresse sur un papier. « Remettez-lui ça. Personnellement. Dites-lui que c'est une invitation, pas un ordre. » L'adresse était celle d'un vieil entrepôt industriel abandonné dans la région de Saint-Denis. Raphaël l'avait acheté des années auparavant dans le cadre d'un projet qui n'avait jamais vu le jour. Il se trouvait dans une zone isolée, parfaite pour des conversations qui devaient rester privées. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, Raphaël était dans l'entrepôt quand il entendit le bruit d'une voiture approcher. Il était arrivé 2 heures plus tôt, avait vérifié le périmètre, s'était assuré que personne ne les avait suivis. La porte métallique grinça et Marine entra, éclairée seulement par la faible lumière de quelques vieilles ampoules que Raphaël avait laissées allumées. Elle portait un jean et une veste, en cuir noir, les cheveux lâchés maintenant, si différente de la Marine en uniforme du bar. Mais ce qui attira le plus l'attention de Raphaël, ce furent ses yeux. Il y avait là une détermination qu'il reconnaissait. Il voyait la même détermination dans le miroir tous les jours. « Vous avez enquêté sur ma vie, dit-elle. Ce n'était pas une question. Vous avez sauvé ma liberté. Je devais savoir pourquoi. » Marine traversa l'entrepôt, ses pas résonnant dans l'espace vide. Mon frère Bruno était mon meilleur ami. Quand nos parents sont décédés il y a 5 ans, il a pris soin de moi. Il a payé mes études. Il m'a soutenu en tout. Il était trop bon pour ce monde. Elle s'arrêta et fixa Raphaël. Bruno a découvert les fraudes de Victor Chevalier. Il m'a tout raconté, m'a montré les documents qu'il avait copiés. Il a dit qu'il allait tout remettre aux autorités. Je l'ai supplié de ne pas le faire, j'ai dit que c'était dangereux. Mais Bruno croyait en la justice. Il croyait que faire ce qui était juste comptait. Sa voix se brisa légèrement, mais elle se reprit rapidement. 2 jours plus tard, il a disparu. Simplement disparu. La police a dit qu'il n'y avait aucun signe de crime, qu'il avait probablement voulu commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais je connaissais mon frère. Il ne m'aurait jamais abandonné comme ça. Et les documents qu'il avait copiés, ils ont aussi disparu. Quelqu'un est entré dans son appartement et a tout pris. Raphaël resta silencieux, la laissant continuer. J'ai passé les 13 derniers mois à infiltrer le monde de Victor. J'ai appris à servir des boissons, à être invisible, à écouter sans avoir l'air d'écouter. J'ai travaillé dans chaque endroit qu'il fréquente, rassemblant des informations, photographiant des documents quand j'en avais l'occasion. Je savais que j'arriverais finalement à obtenir suffisamment de preuves. Et la tentative de m'enlever, j'ai entendu sa conversation il y a 3 semaines. Il était furieux contre vous à cause de cette affaire de 15 millions. Il a dit que vous deviez apprendre une leçon, qu'il allait vous faire disparaître pendant quelques jours, juste assez pour que vous perdiez d'autres contrats, pour que votre entreprise commence à vaciller. Quand j'ai entendu qu'ils allaient vous droguer au bar, j'ai su que c'était ma chance. Chance de quoi? Marine s'approcha de lui. D'obtenir un allié puissant. Vous avez des ressources que je n'aurai jamais. Des enquêteurs, des avocats, des contacts dans les médias. Vous pouvez faire ce que mon frère n'a pas réussi à faire. Vous pouvez détruire Victor Chevalier de la bonne manière, légalement, sans disparaître comme Bruno. Alors vous m'avez sauvé pour m'utiliser.
Je vous ai sauvés parce que nous avons besoin l'un de l'autre. Victor est notre ennemi à tous les deux maintenant. Il a essayé de vous enlever et vous vous êtes échappés. Il essaiera à nouveau. Et je n'obtiendrai jamais justice pour Bruno toute seule. » Raphaël étudia son visage. Il n'y avait pas de manipulation là, seulement une honnêteté brute. Marine avait raison. Ils avaient besoin l'un de l'autre. Il tendit la main. « Aidez-moi à trouver les preuves contre Victor Chevalier, et j'utiliserai toutes mes ressources pour m'assurer qu'il réponde de tout, y compris de la disparition de votre frère. » Marine regarda la main tendue pendant un long moment. Puis, finalement, elle la serra. « Alliance conclue, » dit-elle. Raphaël ressentit quelque chose d'étrange dans cette poignée de main. Ce n'était pas seulement un accord commercial, c'était le début de quelque chose de plus grand, de plus profond. Deux personnes blessées par le même homme, unissant leurs forces contre un ennemi commun. Mais il y avait autre chose, une connexion qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir. « Nous nous retrouvons ici, » dit Raphaël, « toutes les nuits à 3 heures du matin. Vous continuez à travailler aux constellations, vous rassemblez des informations. Je fournis les ressources et le soutien. Et ensemble, nous allons mettre fin à l'empire de Victor Chevalier. » Marine hocha la tête, mais avant de partir, elle se retourna. « Raphaël, pourquoi faites-vous ça? Ce n'est pas seulement parce qu'il a essayé de vous enlever. Il y a autre chose. » Raphaël hésita. Il parlait rarement de son passé, mais quelque chose chez Marine lui donnait envie d'être honnête. Mon père était ouvrier dans le bâtiment. Il travaillait pour un entrepreneur corrompu qui rognait sur les coûts de sécurité. Il y a eu un accident. Mon père n'a pas survécu. L'entrepreneur a utilisé son argent et son influence pour tout étouffer. Il n'a jamais répondu de rien. J'avais 15 ans. J'ai juré qu'un jour je serais assez puissant pour que des hommes comme lui ne restent pas impunis. Marine le regarda avec une nouvelle compréhension. Alors nous faisons tous les deux ça pour des gens que nous avons perdus. Exactement. Elle sortit dans la nuit froide, laissant Raphaël seul avec ses pensées. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne se sentait pas complètement seul dans sa guerre personnelle contre l'injustice. Il avait une alliée. Et cette alliance était sur le point de tout changer. Quand Marine rentra chez elle cette nuit-là, dans un petit appartement loué à Montmartre, elle se sentit épuisée, mais aussi étrangement énergisée. Pour la première fois depuis la disparition de Bruno, elle n'était pas seule dans cette mission. Elle avait un allié puissant, avec des ressources qu'elle n'avait fait que rêver d'avoir. Elle prépara un thé et s'assit sur le minuscule balcon, regardant les rues silencieuses du quartier. Cet appartement était si différent de celui qu'elle et Bruno avaient partagé. Le leur était spacieux, confortable, rempli de souvenirs heureux. Celui-ci n'était que fonctionnel, un endroit pour dormir entre les services au bar et les sessions d'espionnage. Marine pensa au moment où elle avait serré la main de Raphaël. Elle avait ressenti quelque chose là, une connexion qui allait au-delà de l'accord commercial. C'était comme si deux âmes blessées s'étaient reconnues, toutes deux mues par des pertes passées, toutes deux déterminées à ne pas laisser des hommes comme Victor s'en tirer impunément. Elle prit son téléphone et regarda les vieilles photos de Bruno. Son sourire toujours si authentique, la façon dont il la serrait dans ses bras quand elle était triste. Les dimanches après-midi, à préparer le déjeuner ensemble, Bruno essayant de lui apprendre les recettes que leur mère avait l'habitude de faire. Tout cela lui avait été volé il y a plus d'1 an. « Où es-tu, mon frère ?» murmura-t-elle à la photo. « J'approche. Je te promets que je vais te retrouver. » Les jours suivants, la dynamique entre Raphaël et Marine commença à s'établir. Ils échangèrent des messages codés pendant la journée, fixant les rendez-vous nocturnes. Raphaël fournit un téléphone crypté à Marine, s'assurant que leur communication était sécurisée. Il désigna également l'un des gardes du corps de Douglas pour surveiller discrètement Marine à distance, garantissant sa sécurité sans qu'elle le sache. Marine, de son côté, poursuivit son travail méticuleux aux constellations. Elle mémorisait chaque conversation, chaque nom mentionné, chaque détail qui pouvait être pertinent. La nuit, dans l'entrepôt, elle transcrivait tout de mémoire pendant que Raphaël et Douglas organisaient des informations sur une carte de plus en plus complexe de l'organisation de Victor. 3 jours après leur première rencontre dans l'entrepôt, Marine apporta une information cruciale. Victor avait mentionné un comptable qui travaillait pour lui, quelqu'un qui connaissait tous les détails financiers de l'opération.
Marine avait réussi à obtenir le nom et l'adresse du bureau. Si nous parvenons à mettre ce comptable de notre côté, dit Raphaël, nous aurons accès aux registres internes, des preuves documentaires qu'aucun jury ne pourrait ignorer. Mais comment le convaincre de coopérer, demanda Douglas. Il est probablement très bien payé pour garder le silence. Marine eut une idée. Et si je m'approchais de lui, nonchalamment, comme par coïncidence, je pourrais découvrir s'il a un point faible, quelque chose que nous pourrions utiliser comme levier. Pas pour le faire chanter, précisa-t-elle rapidement, mais pour lui montrer qu'il a une issue, un moyen de se protéger s'il coopère. Raphaël admira son esprit stratégique. Marine n'était pas seulement courageuse, elle était intelligente. Elle pensait comme une dirigeante expérimentée, malgré son apparent manque d'expérience. « Faites-le », accepta-t-il. « Mais soyez prudente. Si Victor se doute que vous faites plus que servir des boissons, vous serez en réel danger. » Marine hocha la tête, mais ses yeux montrèrent de la détermination plutôt que de la peur. Elle était allée trop loin pour reculer maintenant, et avec Raphaël à ses côtés, elle sentait qu'elle avait enfin une réelle chance d'obtenir justice pour Bruno. Les 3 semaines suivantes se transformèrent en une routine clandestine qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Chaque nuit, à 3 heures du matin, Raphaël et Marine se retrouvaient dans l'entrepôt abandonné de Saint-Denis. Il arrivait dans des voitures différentes, vérifiant toujours qu'ils n'étaient pas suivis. Elle utilisait des itinéraires alternatifs, parfois en métro, parfois en bus, n'importe quoi pour semer d'éventuels surveillants. L'entrepôt se transforma. Raphaël apporta du matériel. Des ordinateurs, des imprimantes, un tableau blanc où il collait des photographies et des notes. Marine contribua avec des piles de serviettes en papier où elle avait griffonné des conversations entendues, des numéros de téléphone, des noms de sociétés écrans. Cela ressemblait à la salle des opérations d'une enquête policière, mais elle était dirigée par un PDG millionnaire et une serveuse de bar. La 3e nuit, Marine apporta quelque chose qui changea tout. Une copie de documents qu'elle avait réussi à photographier dans le bureau privé que Victor maintenait à l'arrière du Constellation. « Comment es-tu entré là ?» demanda Raphaël, examinant les photos sur l'ordinateur portable. « Il m'a appelé pour servir des boissons lors d'une réunion privée. J'ai laissé mon téléphone enregistré sous un plateau. Ensuite, quand je suis allé nettoyer, j'ai photographié tout ce que j'ai pu. » Raphaël la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu sais que s'il découvre... Je connais les risques, le coupa-t-elle. Mon frère les connaissait aussi. La différence, c'est que maintenant, je ne suis pas seul. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Non, elle n'était pas seule. Et Raphaël non plus. Il engagea des enquêteurs privés d'élite. Des hommes et des femmes qui savaient comment déterrer des secrets sans laisser de traces. Des hackers qui réussirent à accéder à des systèmes que Victor pensait sécurisés. Des avocats spécialisés en criminalité financière qui commencèrent à monter le dossier. Marine continuait d'être les yeux et les oreilles en territoire ennemi. Elle mémorisait les conversations, identifiait les partenaires commerciaux suspects de Victor, notait des détails qui, individuellement, semblaient insignifiants, mais qui, ensemble, formaient un schéma clair de fraude et de corruption. Au cours de la 2e semaine, quelque chose commença à changer entre eux. Raphaël le remarqua le premier. C'était la façon dont elle riait d'un de ses commentaires sarcastiques. Comment ses yeux brillaient lorsqu'il découvrait une nouvelle piste. Comment elle lui touchait le bras nonchalamment en expliquant quelque chose, un geste simple qui lui faisait sentir un courant électrique. Une nuit, après des heures à analyser des documents, Marine se leva pour chercher du café dans la thermos que Raphaël avait apportée. Elle servit 2 tasses et lui en tendit une. « Tu as déjà pensé à quel point nos vies sont absurdes, » dit-elle, s'asseyant sur le sol froid de l'entrepôt. Un PDG millionnaire et une serveuse de bar, travaillant ensemble à 3 heures du matin pour faire tomber un empire criminel. On dirait un scénario de film. Raphaël s'assit à côté d'elle, ce qu'il ne faisait jamais. Il gardait toujours une certaine distance, restait toujours dans le rôle du dirigeant en contrôle. Mais là, à ce moment-là, il n'était que Raphaël. « Tu sais ce qui est le plus absurde, dit-il. Avant de te connaître, je pensais comprendre le monde. Je pensais que le pouvoir et l'argent étaient tout, que les gens comme moi étaient à un niveau différent. Mais tu m'as montré que le courage n'a pas de prix, que la détermination ne vient pas d'un compte en banque. » Marine le fixa. «
Et tu m'as montré que tous les hommes puissants ne sont pas comme Victor, que certains utilisent leurs ressources pour faire ce qui est juste. » Ils restèrent là, assis côte à côte sur le sol sale de l'entrepôt, buvant du café réchauffé, et pour la première fois depuis des semaines, ils ne parlèrent pas de l'affaire. Ils parlèrent de leur vie. Raphaël raconta la solitude d'être au sommet, de ne jamais savoir si les gens l'aimaient, lui, ou seulement son argent. Marine parla de son enfance modeste, de comment elle et Bruno partageaient une chambre minuscule mais étaient heureux, des rêves qu'elle avait dû mettre de côté quand il avait disparu. « Je devrais diriger une entreprise maintenant, » dit-elle avec un sourire triste. C'était mon plan. Travailler dur, gravir les échelons, peut-être un jour créer ma propre entreprise. Mais quand Bruno a disparu, tout cela a semblé sans importance. Comment pouvais-je avancer en sachant qu'il n'avait pas eu cette chance, que quelqu'un l'avait retiré du monde et n'avait jamais répondu de ses actes? Raphaël comprit parfaitement. Il avait passé des années à construire son empire, mu par la même soif de justice. La différence était qu'il avait transformé sa douleur en ambition, tandis que Marine l'avait transformée en une mission de vengeance. « Quand tout ça sera fini, dit-il, tu reprendras tes projets. Je m'en assurerai personnellement. Un poste dans mon entreprise ou des ressources pour créer ta propre affaire. Ce que tu voudras. Je n'ai pas fait ça pour une récompense, Raphaël. Je sais, mais tu mérites un avenir. Bruno aurait voulu ça pour toi. » Marine essuya une larme qui menaçait de couler. « Merci. » C'est alors que cela arriva. Elle se pencha et posa sa tête sur son épaule. Un geste simple, presque innocent. Raphaël resta immobile un instant, puis lentement, il passa son bras autour d'elle. Ils restèrent ainsi de longues minutes, deux alliés improbables trouvant du réconfort l'un dans l'autre. La semaine suivante, l'enquête prit de l'ampleur. Les hackers de Raphaël trouvèrent une série d'emails supprimés que Victor pensait perdus à jamais. Dedans, ils discutaient ouvertement de schémas de blanchiment d'argent, de pots de vin à des inspecteurs de la mairie et même de menaces voilées envers des personnes qui s'opposaient à ces affaires. « C'est de l'or, » dit Douglas en examinant les fichiers. « Avec ça et les enregistrements que Marine a obtenus, nous avons assez de matière pour l'enterrer. » Mais Raphaël voulait plus. Il voulait des preuves physiques irréfutables, et Marine avait une information qui pourrait leur donner exactement cela. « Victor prépare une grande réunion, » dit-elle une nuit. « Je l'ai entendu la fixer avec ses principaux partenaires. Ce sera dans un entrepôt au port du Havre, dans 5 jours. Il va recevoir une livraison d'argent, 1 million d'euros en espèces, provenant d'un système de pots de vin dans des travaux publics. » Raphaël se leva, plein d'énergie. « Si nous obtenons des preuves de cette transaction, des images, des enregistrements, ce sera le dernier clou dans son cercueil. » Douglas, qui participait désormais aux réunions nocturnes, secoua la tête. « C'est trop risqué. Si Victor se doute de quoi que ce soit... » « C'est pourquoi nous serons parfaits, » l'interrompit Raphaël. « Nous installerons des caméras et des microphones dans l'entrepôt avant la réunion. Nous documenterons tout à distance, sans nous exposer. » Marine se mordit la lèvre. « Je veux être là. Je veux voir sa tête quand il réalisera qu'il a été pris. »« Absolument pas, » dit Raphaël. « C'est beaucoup trop dangereux. » Elle se tourna vers lui, les yeux brûlants. « Bruno était mon frère, Raphaël. Je n'ai pas passé plus d'1 an de ma vie infiltrée dans le monde de Victor pour rester à l'écart au moment final. Je mérite de voir ça. » Raphaël allait argumenter, mais il vit la détermination dans ses yeux. C'était la même détermination qu'il voyait dans le miroir. Il n'avait pas le droit de lui enlever ça. « D'accord, céda-t-il, mais tu restes avec moi tout le temps, et au premier signe de danger, nous partons. Entendu ? » Entendu. Les jours précédant l'opération au port, la tension monta. Raphaël engagea une équipe de techniciens pour installer l'équipement de surveillance dans l'entrepôt. C'étaient des professionnels, discrets, qui firent le travail en une seule nuit sans laisser de traces. Marine continua sa routine aux constellations, mais Raphaël remarqua qu'elle était plus nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle servait les boissons. Il lui envoyait des SMS plusieurs fois par jour, de petits rappels qu'elle n'était pas seule, que tout serait bientôt terminé. La nuit précédant l'opération, ils se retrouvèrent à l'entrepôt comme d'habitude. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Il y avait une énergie dans l'air, un mélange d'anticipation et de peur. « Demain, tout change, » dit Marine, en regardant le tableau rempli de preuves qu'ils avaient accumulées.
Demain, Victor paiera enfin pour ce qu'il a fait à Bruno. Et à toi, ajouta Raphaël. Il a volé 1 an de ta vie. Il a volé tes rêves, ton avenir. Demain, tu récupères tout ça. Marine s'approcha de lui. Ils étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Raphaël pouvait sentir son parfum doux, voir les petites taches dorées dans ses yeux noisettes. « Je ne t'ai jamais remercié correctement, » murmura-t-elle, « pour avoir cru en moi, pour m'avoir donné les moyens de faire ça, pour m'avoir fait sentir que je n'étais pas folle de ne pas abandonner. Tu n'as pas besoin de me remercier, c'est moi. Qui devrait te remercier? Tu m'as sauvé, tu te souviens? Alors nous sommes quittes. » Elle sourit, mais il y avait autre chose dans ses yeux. Une question non formulée. Raphaël sentit son cœur s'accélérer. Il savait que c'était une erreur. Elle était son alliée dans une mission dangereuse. Mélanger les sentiments était imprudent, cela pouvait tout compromettre. Mais alors Marine s'approcha encore et toutes les raisons logiques disparurent. Elle lui toucha doucement le visage, lui laissant le temps de reculer s'il le voulait. Il ne recula pas. Au lieu de cela, il inclina la tête et l'embrassa. Ce fut un baiser doux au début, presque hésitant. Mais il s'approfondit rapidement, chargé de toutes les émotions que tous deux avaient réprimées pendant des semaines. Peur, espoir, désir, confiance, tout se mélangea en un seul moment intense. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. « Ça complique tout, » dit Raphaël, mais il souriait. « Ou peut-être que c'est la seule chose simple et vraie dans tout ce chaos, » répondit Marine. Ils passèrent le reste de la nuit ensemble, non seulement à planifier l'opération du lendemain, mais simplement à être 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose d'inattendu au milieu, de l'obscurité. 2 alliés qui étaient devenus quelque chose de plus. Raphaël raccompagna Marine à sa voiture, insistant sur le fait qu'elle ne devait pas conduire seule si tard. Le parking vide de l'entrepôt n'était éclairé que par une faible ampoule, créant des ombres longues et dramatiques. Avant qu'elle ne monte dans la voiture, Raphaël lui prit la main. « Marine, sois prudente demain. Pendant l'opération au port, on ne peut pas tout prévoir. » Elle sourit doucement. « Maintenant, tu t'inquiètes pour moi ?» Le puissant PDG Raphaël Fournier, inquiet pour une simple serveuse de bar. « Tu n'es pas une simple serveuse de bar, » répondit-il sérieusement. « Tu es l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Et oui, je m'inquiète, plus que je ne le devrais, étant donné que nous ne nous connaissons que depuis 3 semaines. » Marine lui toucha doucement le visage. « Je m'inquiète pour toi aussi, Raphaël, et ça me fait un peu peur. Ça ne faisait pas partie du plan de ressentir ça. »« Les plans changent, » dit-il. « Les meilleures choses de la vie ne sont généralement pas planifiées. » Ils s'embrassèrent à nouveau plus longuement cette fois, savourant le moment. Quand ils se séparèrent enfin, ils savaient tous les deux qu'ils avaient franchi une ligne. Ils n'étaient plus seulement des alliés. Ils étaient quelque chose de plus profond, de plus complexe, de plus risqué. Marine rentra chez elle le cœur battant. Pour la première fois depuis plus d'1 an, elle pensa à un avenir au-delà de la vengeance. Un avenir où elle pourrait peut-être être à nouveau heureuse. Un avenir avec Raphaël. Raphaël retourna à son penthouse cette nuit-là. L'appartement luxueux semblait aussi vide que d'habitude, mais maintenant il ressentait la solitude différemment. Avant, il l'acceptait comme faisant partie de sa vie. Maintenant, grâce à Marine, il réalisait qu'il n'avait pas à en être ainsi. Il se dirigea vers son bar privé et prit une bouteille de whisky. Le même whisky qu'il avait commandé cette nuit fatidique au Constellation. Il se servit un verre et regarda le liquide doré, se souvenant à quel point il avait été près de le boire. S'il l'avait bu, tout serait différent maintenant. Il serait probablement enfermé quelque part, drogué, pendant que Victor détruisait son entreprise. Mais Marine l'avait sauvé. Et en le sauvant, elle était devenue la personne la plus importante de sa vie. Raphaël prit le téléphone et appela. Son assistante personnelle, même s'il était 4 heures du matin. Elle répondait toujours, cela faisait partie de son généreux contrat. « Julie, je veux que vous organisiez quelque chose pour moi. Un don anonyme de 20 000 € sur le compte bancaire de Marine-Béatrice Dubois. Faites en sorte que cela ressemble à une bourse d'études qu'elle a gagnée il y a des années et qui n'est traitée que maintenant. Monsieur Fournier, il est 4 heures du matin. Je sais quelle heure il est, Julie. Pouvez-vous le faire? Bien sûr. Considérez que c'est fait. » Raphaël raccrocha et but une gorgée de whisky.
Il savait que Marine refuserait probablement de l'argent directement de sa part, sa fierté ne le permettrait pas. Mais si cela ressemblait à une bourse oubliée, elle pourrait l'accepter. Et Dieu sait qu'elle en avait besoin. Travailler comme serveuse de bar tout en enquêtant sur Victor ne laissait pas grand-chose pour les économies. Les jours précédant l'opération, Raphaël et Marine devinrent inséparables en dehors des heures de travail de celle-ci. Il venait la chercher après son service aux Constellations, toujours dans des voitures différentes, empruntant toujours des itinéraires variés pour éviter d'être suivis. Ils allaient à l'entrepôt, travaillaient, sur les enquêtes, mais ils parlaient aussi, vraiment parlaient. Marine lui raconta son enfance, comment ses parents avaient travaillé dur dans des emplois modestes pour donner une éducation à elle et à Bruno. Comment Bruno avait toujours été le frère protecteur, lui apprenant à être forte, à ne jamais abandonner. Sur les rêves qu'elle avait de diriger un jour sa propre entreprise, de faire une différence dans le monde des affaires. Raphaël partagea des souvenirs qu'il n'avait jamais racontés à personne, sur la découverte du corps de son père après l'accident, sur le jury qui avait acquitté l'entrepreneur corrompu parce qu'il avait des avocats chers et des témoins achetés, sur la promesse qu'il avait faite près du cercueil de son père de ne plus jamais être impuissant comme ça, qu'il construirait assez de pouvoir pour défier des hommes comme cet entrepreneur. « Et tu as réussi, » dit Marine. « Tu as tout ce pouvoir maintenant. La question est de savoir ce que tu vas en faire. Je l'apprends avec toi, » répondit-il. « Le pouvoir sans but est vide. Tu m'as montré que je peux utiliser mes ressources pour quelque chose de plus grand que l'accumulation de richesses. » Une nuit, 2 nuits seulement avant l'opération au port, ils ne se rendirent pas à l'entrepôt. À la place, Raphaël emmena Marine dans un petit restaurant discret du 11e arrondissement, loin de ses cercles habituels. C'était un endroit simple, avec des nappes à carreaux et une cuisine familiale. Rien à voir avec les restaurants 5 étoiles que Raphaël fréquentait normalement. « Pourquoi ici ?» demanda Marine curieuse. « Parce qu'ici, nous pouvons être simplement Raphaël et Marine, dit-il. Pas le PDG et l'enquêtrice, juste 2 personnes qui dînent ensemble. » Ils mangèrent une blanquette de veau, burent du vin de Loire, et pour la première fois depuis des semaines, ils ne parlèrent pas de Victor ou de plans de vengeance. Ils parlèrent de leurs films préférés, des musiques qu'ils aimaient, des endroits qu'ils aimeraient visiter. Des choses normales que des gens normaux partagent lors d'un rendez-vous normal. « Je ne savais pas que tu aimais la chanson française », rit Marine quand Raphaël admit avoir une playlist secrète de Brel et Brassens. « Il y a beaucoup de choses sur moi que tu ne sais pas, » répondit-il avec un sourire. « Je ne suis pas seulement des costumes chers et des réunions de conseil d'administration. Et je ne suis pas seulement un jean et un tablier de bar, rétorqua-t-elle. Avant que tout ça n'arrive, j'avais des rêves normaux. Je voulais me marier, avoir des enfants, voyager à travers le monde. Des choses simples qui semblent si lointaines maintenant. » Raphaël lui prit la main sur la table. « Ces rêves n'ont pas à rester lointains pour toujours. Quand tout ça sera fini, tu pourras les reprendre. Tu mérites d'être heureuse, Marine. »« Et toi ?» demanda-t-elle. « Que veux-tu quand tout ça sera fini ?» Raphaël la regarda droit dans les yeux. « Honnêtement, je veux découvrir si ce qu'il y a entre nous est réel ou juste de l'adrénaline et des circonstances extrêmes. Je veux t'emmener à des dîners comme celui-ci sans nous cacher. Je veux te présenter comme ma petite amie, pas comme mon alliée secrète. Je veux avoir une chance de vraiment te connaître, sans Victor Chevalier planant au-dessus de nos têtes. » Marine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je veux ça aussi, plus que tu ne l'imagines. » « Alors finissons cette mission, » dit Raphaël avec détermination. « Détruisons Victor, sauvons Bruno, et ensuite nous découvrirons qui nous sommes vraiment ensemble. Sans secret, sans danger, juste nous deux. » Le port du Havre avant l'aube avait quelque chose de cinématographique. La brume qui montait de la mer enveloppait les énormes conteneurs empilés, créant des ombres et des formes fantomatiques. Raphaël gara la camionnette noire à 3 rues de l'entrepôt désigné. À l'intérieur du véhicule, lui, Marine et Douglas vérifièrent les équipements une dernière fois. « Les caméras fonctionnent toutes », confirma Douglas, en regardant les moniteurs portables. « Nous avons 4 angles différents de l'intérieur de l'entrepôt. L'audio est cristallin. Tout est enregistré en temps réel et envoyé sur nos serveurs dans le cloud. » Raphaël regarda Marine. Elle était vêtue entièrement de noir, les cheveux attachés, le visage tendu mais déterminé. « Il est encore temps de faire demi-tour, dit-il. Tu peux tout regarder depuis les moniteurs ici. »
Non, répondit-elle fermement. J'ai besoin d'être là. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Raphaël hocha la tête. Il comprenait. Certaines choses devaient être vues en personne. Il vérifia sa montre. 4h45. Victor avait fixé la réunion à 5h. Ils sortirent de la camionnette et se déplacèrent dans l'ombre jusqu'à un bâtiment abandonné adjacent à l'entrepôt. Douglas avait trouvé un point d'observation parfait au 2e étage, une fenêtre brisée qui offrait une vue directe sur l'intérieur de l'entrepôt à travers ces hautes fenêtres. Installés en position avec des jumelles et du matériel d'enregistrement supplémentaire, ils attendirent. Le silence n'était rompu que par le son lointain des vagues et le grincement occasionnel d'une grue portuaire en mouvement. À 5h10, 3 voitures noires arrivèrent. Raphaël reconnut immédiatement Victor Chevalier. Grand, les cheveux grisonnants parfaitement coiffés, un costume qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'une famille entière. Il entra dans l'entrepôt suivi de 6 hommes. 3 d'entre eux étaient les mêmes que Raphaël avait vus aux Constellations la nuit du billet. Quelques minutes plus tard, un camion de marchandises arriva. 2 hommes descendirent et commencèrent à décharger de grandes caisses. Raphaël ajusta ses jumelles et vit qu'ils ouvraient l'une des caisses. Des liasses et des liasses de billets, soigneusement rangés. 1 million d'euros d'argent sale, murmura Douglas, photographiant tout avec un appareil photo à longue portée. À l'intérieur de l'entrepôt, Victor était clairement aux commandes. Sa voix parvenait à travers les microphones installés. Cet argent provient des travaux de la nouvelle ligne de tramway. Notre homme à la mairie a garanti les contrats surfacturés. Ceci n'est que notre part. Nous avons 3 autres livraisons prévues dans les 2 prochains mois. Raphaël sourit. Victor avouait tout ouvertement, confiant d'être en territoire sûr, entouré uniquement de personnes de confiance. « On y arrive », murmura Marine, les yeux brillants. « On y arrive vraiment. » Raphaël lui prit la main et la serra. Encore quelques minutes et ils auraient assez de preuves pour détruire complètement l'empire de Victor Chevalier. Mais alors quelque chose se produisit qui glaça le sang de Raphaël. Les lumières de l'entrepôt s'allumèrent, toutes en même temps, transformant l'espace sombre en un lieu brillamment éclairé, et Victor Chevalier regarda directement l'une des caméras cachées et sourit. « Non », murmura Raphaël. « Non, non, non ». Dans l'entrepôt, Victor se mit à parler, mais maintenant il s'adressait directement aux caméras. « Raphaël Fournier, je sais que vous regardez. Et Marine Dubois aussi, j'imagine. Bonjour, ma chère. Vous pensiez vraiment que je ne savais pas que vous m'espionniez depuis tout ce temps ?» Le cœur de Marine s'arrêta. Douglas se levait déjà, préparant leur retraite. « C'était un piège depuis le début, » dit Raphaël, incrédule. « Il savait. Il a toujours su. » Dans l'entrepôt, Victor continua. « Laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Vous avez installé des caméras dans mon entrepôt sans autorisation. C'est une violation de propriété privée et une surveillance illégale. J'ai des témoins qui affirment que je ne faisais que stocker de l'argent légitime ici. L'argent que vous voyez, il est à moi, provenant de ventes entièrement légales et documentées. J'ai déjà préparé toute la paperasse. » Douglas tira le bras de Raphaël. « Nous devons partir maintenant. Il gagne du temps. Il a probablement déjà appelé la police. Mais Victor n'avait pas terminé. Vous savez le plus drôle, j'ai laissé la petite Marine entendre ces conversations exprès. J'ai planté les documents pour qu'elle les photographie. Même la tentative d'enlèvement aux Constellations. Du théâtre, Raphaël. Du théâtre pour vous rendre paranoïaque, pour que vous fassiez exactement ce que vous avez fait. Installer une surveillance illégale. Me poursuivre. Commettre des crimes. Marine était pâle, tremblante. Il nous a utilisés. Il a utilisé ma douleur, mon désespoir et nous a manipulés. Victor fit quelques pas vers la caméra principale. Quand la police arrivera, et elle est déjà en route, elle trouvera des preuves que Raphaël Fournier, PDG de Fournier Holdings, a installé du matériel de surveillance illégale sur une propriété privée. Il sera arrêté. Et pendant qu'il se battra contre les accusations, j'irai à la réunion du conseil d'administration de son entreprise et je proposerai une OPA hostile. Avec Raphaël hors jeu, en prison ou luttant pour laver son nom, personne ne pourra m'arrêter. Raphaël sentit la colère bouillir en lui, mais Douglas avait raison. Ils devait repartir. Mais alors qu'ils se tournaient pour fuir, ils entendirent des sirènes au loin. S'approchant rapidement. « Escalier de secours !» cria Douglas. « Maintenant !» Ils descendirent en courant l'escalier métallique extérieur du bâtiment abandonné. Les sirènes étaient de plus en plus fortes.
Marine trébucha et Raphaël la retint, l'empêchant de tomber. « Continuez à courir » ordonna-t-il. Lorsqu'ils atteignirent le niveau de la rue, ils virent 3 voitures de police tourner au coin, se dirigeant vers l'entrepôt. Ils se cachèrent derrière un conteneur gigantesque, le souffle court, le cœur battant la chamade. Douglas vérifia son téléphone. « J'ai une voiture qui attend à 4 rues d'ici. C'est notre seule chance. » Ils se remirent à courir en restant dans l'ombre, utilisant les conteneurs comme couverture. Raphaël pouvait entendre des voix de policiers derrière eux, des cris d'ordre. Mais ils avaient l'avantage. Ils connaissaient la voie de fuite. Douglas avait tout prévu. Ils atteignirent enfin la voiture, une berline ordinaire qui n'attirait pas l'attention. Ils montèrent rapidement et le chauffeur, un des hommes de confiance de Douglas, accéléra de manière contrôlée, rien qui ne ressemble à une fuite désespérée. Ce n'est que lorsqu'ils furent à plusieurs kilomètres du port que Raphaël respira enfin profondément. « Il nous a eus, dit Marine, des larmes coulant sur son visage. Victor a tout planifié. Il a transformé ma quête de justice en un piège, et je suis tombé dedans la tête la première. » Raphaël la serra contre lui. « Ce n'est pas encore fini. Il a peut-être retourné la situation, mais il n'a pas encore gagné. Comment ?» demanda Douglas. « Nous devons supposer que la police va vouloir vous interroger. Victor va utiliser ça pour détruire votre réputation et prendre le contrôle de votre entreprise. » Marine essuya ses larmes, une nouvelle détermination apparaissant dans ses yeux. « Attendez, » dit-elle. « Il y a quelque chose que Victor ne sait pas, quelque chose que j'ai fait sans le dire à personne. » Elle prit son téléphone et ouvrit une application d'enregistrement audio. Pendant ces 8 mois d'infiltration, je n'écoutais pas seulement. J'enregistrais. Tout. Chaque conversation, chaque aveu, chaque menace voilée. J'ai des heures et des heures d'audio de Victor Chevalier discutant de ses vrais crimes. Raphaël et Douglas la regardèrent choqués. « Quand je suis retourné au Constellation après vous avoir sauvé cette nuit-là, continua-t-elle, je savais que Victor pouvait se méfier. Alors j'ai pris une précaution. J'ai copié tous les enregistrements sur le cloud. Et pas seulement ça. J'ai préparé un système de sécurité. S'il m'arrive quelque chose, ou à vous, Raphaël, les enregistrements sont automatiquement envoyés à 3 journalistes d'investigation différents, à l'administration fiscale, à la police judiciaire et au parquet national financier. Tu as fait quoi ?» Raphaël était impressionné. Marine sourit pour la première fois depuis que le piège avait été révélé. « Je ne suis pas seulement une serveuse de bar, Raphaël. Je suis diplômée en administration, vous vous souvenez? J'ai appris la gestion des risques et les plans de secours. J'ai appris qu'il faut toujours avoir un plan B. » Douglas laissa échapper un rire incrédule. « Elle t'a eu, Victor. La fille que tu as sous-estimée avait un atout dans sa manche depuis le début. » Marine manipula son téléphone. « J'ai des enregistrements où il admet des pots de vin, du blanchiment d'argent, et même où il discute de ce qui est arrivé à mon frère Bruno. Il était ivre une nuit et a avoué à un partenaire comment ils ont fait disparaître Bruno, comment ils ont truqué la scène pour faire croire qu'il s'était enfui volontairement. » Sa voix trembla en mentionnant son frère, mais elle resta ferme. « J'ai les preuves que Bruno a essayé d'obtenir, et même plus, et maintenant nous allons les utiliser. » Raphaël sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des heures. L'espoir. Non, plus que ça. La certitude de la victoire. « Douglas, organisez une rencontre urgente avec nos avocats. Marine, vous avez besoin d'une protection immédiate. Nous allons prendre ces enregistrements et les transformer en un dossier juridique en béton. » « Et Victor ?» demanda Marine. Raphaël sourit, mais c'était un sourire froid, calculé. Victor est tellement occupé à célébrer sa prétendue victoire qu'il n'a pas réalisé qu'il a déjà perdu. Il vous a sous-estimé, Marine. Il a pensé que vous n'étiez qu'une fille désespérée et facile à manipuler. C'était son erreur. Marine regarda par la fenêtre de la voiture alors que le soleil commençait à se lever sur Paris. La ville se réveillait, inconsciente du drame qui s'était déroulé au port. Mais bientôt tout le monde saurait la vérité. Bientôt Victor Chevalier découvrirait que la femme qu'il pensait avoir utilisée était en réalité la personne qui scellerait son destin. « Allons le voir, » dit Marine avec une détermination féroce. « Allons voir Victor et montrons-lui que c'est fini, qu'il a peut-être gagné une bataille, mais qu'il a perdu la guerre. » Raphaël lui prit la main. « Ensemble, ensemble, » confirma-t-elle. Et tandis que la voiture traversait la ville qui s'éveillait, ils commencèrent à planifier le coup final. Raphaël, Marine et Douglas
passèrent les 6 heures suivantes dans un cabinet d'avocats privé que Raphaël gardait pour les affaires sensibles. 3 avocats spécialisés en criminalité financière et un expert en droit numérique travaillaient fiévreusement, organisant les enregistrements de Marine en un dossier juridique irréfutable. « C'est extraordinaire, dit maître Élise Lambert, l'avocate principale. Nous avons des conversations enregistrées où Victor Chevalier admet du blanchiment d'argent, le paiement de pots de vin, la coercition de fonctionnaires. Et cet enregistrement où il discute de la disparition de Bruno Dubois est particulièrement accablant. » Elle en diffusa un extrait. C'était la voix inimitable de Victor, ivre mais claire. Le comptable est devenu trop curieux. Il a commencé à copier des fichiers. Nous n'avions pas le choix. Nous avons fait comme s'il voulait disparaître. C'était facile. Le gars était célibataire, sans beaucoup d'amis. Nous avons tout laissé en ordre dans son appartement, comme s'il avait tout prévu. Personne n'a posé beaucoup de questions. Marine ferma les yeux en entendant cela. C'était la confirmation de ce qu'elle avait toujours su dans son cœur, mais l'entendre en mots était dévastateur. Raphaël lui serra la main en signe de soutien silencieux. « Avec ces preuves, continua maître Lambert, nous pouvons non seulement poursuivre pénalement Victor Chevalier, mais aussi démanteler complètement son organisation. Les enregistrements mentionnent des noms, des dates, des montants spécifiques. Tout est là. Quelle est notre prochaine étape ? Demanda Raphaël. Maître Lambert les regarda sérieusement. Normalement, je dirais d'aller directement aux autorités. Mais étant donné que Victor a essayé d'utiliser la police contre vous il y a quelques heures, nous devons être plus stratégiques. Nous devons présenter cela d'une manière qui ne puisse être ignorée ou manipulée par lui. J'ai une idée, dit Marine. Victor s'attend à ce que nous fuyions, que nous nous cachions. Il pense qu'il a gagné. Et si nous faisions exactement le contraire? Et si nous allions le voir? Douglas secoua la tête immédiatement. C'est de la folie. Il aura des gardes du corps, ça pourrait être dangereux. Pas si nous. Le faisons de la bonne manière, insista Marine. Raphaël, vous avez des contacts dans les médias, n'est-ce pas? Des journalistes d'investigation qui vous font confiance? Raphaël hocha lentement la tête, commençant à comprendre où elle voulait en venir. J'en ai. Caroline Mercier, d'une grande chaîne d'information. Elle a fait une série de reportages sur la corruption l'année dernière. Elle est incorruptible. Parfait, dit Marine. Et si nous organisions une confrontation directe avec Victor, mais avec Caroline et son équipe présente, en direct si possible, nous lui présentons les preuves devant les caméras. Il ne pourra rien nous faire avec tout le pays qui regarde. Maître Lambert réfléchit un instant. C'est risqué, mais ça pourrait fonctionner. Si nous le faisons publiquement, Victor n'aura aucun moyen de contrôler le récit. Et une fois les preuves rendues publiques, les autorités n'auront d'autre choix que d'enquêter. Raphaël prit son téléphone. Je vais appeler Caroline maintenant. 2 heures plus tard, tout était arrangé. Caroline Mercier, célèbre pour ses reportages d'investigation courageux, avait accepté immédiatement. L'idée d'exposer l'un des hommes les plus puissants de Paris en direct était exactement le genre de journalisme qu'elle aimait. « Mais il y a une condition, dit-elle au téléphone. Vous me donnez un accès exclusif aux enregistrements après la diffusion en direct. Je veux faire une série complète là-dessus. » Marché conclu, confirma Raphaël. Caroline et son équipe les rejoignirent dans un hôtel discret. Elle examina rapidement les enregistrements, ses yeux s'écarquillant à chaque minute. Cela va faire tomber tout un empire. Vous le savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement Victor, c'est tout son réseau. Des politiciens, des hommes d'affaires, des fonctionnaires. Il y aura des gens très puissants qui voudront vos têtes après ça. Tant mieux, dit Marine. Plus il y aura de gens puissants qui tomberont, mieux ce sera. Caroline sourit. Je vous aime bien. Le plan était simple mais audacieux. Ils iraient au bureau de Victor Chevalier. Caroline et son équipe seraient là, caméra allumée, diffusant en direct sur le site d'information et les réseaux sociaux. Raphaël confronterait Victor, Marine présenterait les preuves et tout serait documenté en temps réel. À 17 heures, ils étaient devant l'immeuble de bureaux de luxe où se trouvait le siège de Chevalier Entreprises. C'était un imposant bâtiment de verre et d'acier au cœur de l'avenue Montaigne, un monument au succès de Victor, ou, comme Raphaël le comprenait maintenant, au crime organisé sous une façade d'entreprise. Douglas avait amené ses propres gardes du corps, 6 hommes costauds, d'anciens militaires, formant un périmètre autour du groupe. Caroline vérifia une dernière fois les équipements. « Nous sommes en direct dans 3, 2, 1.
et ils entrèrent. La réceptionniste tenta de les arrêter, mais Raphaël continua simplement d'avancer, sa posture de PDG imposant, intimidant toute objection. Ils prirent l'ascenseur directement jusqu'au dernier étage, où se trouvait le bureau exécutif de Victor. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un hall luxueux. La secrétaire de Victor se leva, alarmée, en voyant le groupe avec des caméras. « Vous ne pouvez pas entrer ici sans rendez-vous. » Raphaël passa simplement devant elle et ouvrit la double porte en bois massif du bureau principal. Victor Chevalier était assis derrière un immense bureau, parlant au téléphone. Quand il vit Raphaël, Marine et l'équipe de télévision entrer, son visage passa de la surprise à la colère, puis à quelque chose de plus calculé. « Je vous rappelle, » dit-il calmement au téléphone et raccrocha. « Raphaël Fournier, je pensais que vous seriez caché après le désordre que vous avez fait ce matin. Et vous avez amené la presse? Comme c'est dramatique. Dramatique serait... » Le mot juste, dit Raphaël s'arrêtant devant le bureau. « Mais ce n'est pas moi le dramatique ici, Victor, c'est vous. Vous avez créé toute une farce élaborée pour essayer de nous piéger. Vous avez manipulé Marine, manipulé la situation, pensant que vous étiez brillant. » Victor s'adossa à son fauteuil en souriant. « Et ne l'étais-je pas? Vous avez commis une surveillance illégale. La police a des preuves. Votre entreprise sera mienne d'ici la fin de la semaine. » Marine fit un pas en avant. « Vous m'avez sous-estimé, Victor. Vous pensiez que je n'étais qu'une fille désespérée que vous pouviez manipuler. Mais vous avez oublié que j'ai passé 8 mois à apprendre de vous, à observer comment vous opérez. Et j'ai très bien appris. » Elle sortit une clé USB de sa poche et la posa sur le bureau. « Ceci contient 8 mois d'enregistrement audio, vous discutant de blanchiment d'argent, admettant des pots de vin, ordonnant des menaces, et mon préféré, vous, ivre, avouant comment vous avez fait disparaître mon frère Bruno. » L'expression de Victor changea. Le sourire confiant disparut. « Vous bluffez. » Caroline s'approcha, la caméra pointée directement sur Victor. « Elle ne bluffe pas, monsieur Chevalier. J'ai personnellement examiné les enregistrements. Ils sont authentiques. Et, en ce moment même, des milliers de personnes regardent cette diffusion en direct. Souhaitez-vous commenter vos activités criminelles ?» Victor se leva brusquement, renversant sa chaise. « Éteignez ces caméras. Sortez de mon bureau maintenant ou j'appelle la sécurité. »« Vous pouvez les appeler, » dit Raphaël. « Mais voulez-vous vraiment attirer plus d'attention sur ça? Les enregistrements ont déjà été envoyés à la police judiciaire, au parquet national financier et à l'administration fiscale. Des enquêteurs sont déjà en route. Ce n'est qu'une question d'heures avant que vous ne soyez arrêtés. » Victor regarda autour de lui, cherchant des issues, calculant ses options. Mais il était acculé et il le savait. « Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire, » dit-il, la voix basse et menaçante. « J'ai des amis puissants, des politiciens, des juges, des commissaires. Vous pensez pouvoir me faire tomber avec quelques enregistrements ?» Marine s'approcha encore, les yeux fixés sur lui. « Vos enregistrements mentionnent ces amis puissants, leurs noms, les montants qu'ils ont reçus, les dates des transactions. Quand vous tomberez, vous les entraînerez tous avec vous. Votre empire s'effondrera. Et tout ça parce que vous avez sous-estimé la sœur de l'homme que vous avez fait disparaître. » Pour la première fois, Victor parut véritablement ébranlé. Il regarda Marine comme s'il la voyait pour la première fois. « Bruno était votre frère ?» Marine hocha la tête, les larmes aux yeux, mais la voix ferme. « Et vous me l'avez enlevé. Vous avez fait comme s'il m'avait abandonné, comme s'il s'était enfui. Mais j'ai toujours su la vérité, et j'ai passé plus d'1 an de ma vie à préparer ce moment. » Victor s'assit lentement, la réalité de la situation s'imposant enfin à lui. Il avait perdu, complètement. « Que voulez-vous » demanda-t-il, vaincu. « La justice, » répondit Raphaël. « Nous voulons que vous confessiez tout, que vous disiez où se trouve Bruno Dubois, que vous remettiez toutes les preuves que vous avez encore cachées, et nous voulons que vous répondiez de chaque crime, de chaque fraude, de chaque vie que vous avez détruite. » Victor regarda les caméras qui enregistraient toujours. Des milliers de personnes regardaient. Il n'y avait pas d'issue. Et si je ne le fais pas? Marine se pencha sur le bureau. « Alors je m'assurerai personnellement que chaque seconde de ces enregistrements soit diffusée. Chaque nom, chaque crime, chaque détail sordide de votre organisation. Vous tomberez de toute façon, Victor, mais au moins en coopérant, vous pourrez avoir une certaine dignité dans le processus. » Il y eut un long silence. Victor regarda ses mains, puis le bureau luxueux autour de lui, puis de nouveau Marine et Raphaël. Il soupira lourdement. « D'accord, j'avoue.
Je vais tout raconter. Et là, devant les caméras en direct, avec des milliers de spectateurs qui regardaient, Victor Chevalier commença à avouer. Il parla des schémas de corruption, de l'argent détourné des travaux publics, des politiciens qui l'avaient acheté. Et finalement, il parla de Bruno Dubois. Le comptable avait tout découvert, il avait des preuves. Je ne pouvais pas le laisser aller plus loin. Alors j'ai ordonné qu'on l'emmène. Nous avons fait croire à une disparition volontaire. Nous avons laissé l'appartement en ordre, pris sa voiture et l'avons laissé dans une autre ville. Nous voulions que tout le monde pense qu'il avait commencé une nouvelle vie. « Où est-il maintenant » demanda Marine, la voix brisée. Victor la regarda et pour la première fois, il y avait quelque chose qui ressemblait à du remords dans ses yeux. « Il est vivant. Je l'ai gardé dans un endroit secret tout ce temps. Pas comme un otage, mais comme une garantie. Au cas où les preuves qu'il avait copiées réapparaîtraient, je devais pouvoir négocier. Il est dans une ferme en Normandie. Je peux vous donner l'adresse exacte. » Marine sentit ses jambes flageoler. Raphaël la retint avant qu'elle ne tombe. « Bruno est vivant, » murmura-t-elle. « Mon frère est vivant. » Les larmes coulèrent enfin, mais c'étaient maintenant des larmes de soulagement, de joie, de quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. L'espoir. La ferme se trouvait à quelques heures de Paris, cachée entre les collines verdoyantes de Normandie. Marine pouvait à peine respirer tandis que l'hélicoptère que Raphaël avait affrété survolait la propriété. La gendarmerie nationale était déjà sur place, s'assurant que tout était sécurisé. Victor avait donné l'adresse exacte et les autorités avaient agi rapidement. Quand l'hélicoptère atterrit, Marine sortit avant même que les pales ne s'arrêtent complètement. Raphaël courut derrière elle, inquiet, mais comprenant que rien ne l'arrêterait. Elle courait vers la maison principale, où un groupe de gendarmes attendait. Et puis elle le vit. Bruno Dubois était sur la terrasse, visiblement plus mince, la barbe longue, des vêtements simples. Mais c'étaient les mêmes yeux doux, le même sourire qu'elle se souvenait de son enfance. Il était vivant, vraiment vivant. « Bruno !» cria-t-elle. Il se retourna, et ses yeux s'écarquillèrent. Pendant une seconde, il sembla ne pas y croire. Puis il se mit à courir aussi. Le frère et la sœur se retrouvèrent au milieu du chemin de terre, s'étreignant avec force, tous deux en larmes. « Marine, ma Marine, je savais que tu me trouverais. Je l'ai toujours su. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, se tenant l'un l'autre comme s'ils craignaient que ce ne soit un rêve qui allait disparaître. Raphaël observait de loin, essuyant discrètement ses propres yeux. Même Douglas, le chef de la sécurité au cœur dur, semblait ému. Finalement, Marine s'écarta juste assez pour regarder son frère. « Tu vas bien? Ils t'ont fait du mal ?» Bruno secoua la tête. « Ils m'ont gardé ici. Ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas de la torture. Victor voulait me garder en vie au cas où il aurait besoin de moi. Il ne m'a jamais expliqué exactement pourquoi. J'avais une télévision, des livres. C'était comme une prison de luxe. Mais chaque jour sans toi, sans liberté, était une agonie. « C'est fini maintenant, » dit Marine. « Victor a tout avoué. Il va être jugé. Et tu es libre. » Elle se retourna et fit signe à Raphaël qui s'approcha. « Bruno, voici Raphaël Laurent Fournier. Il m'a aidé à te trouver. Il a fourni les ressources et le soutien dont j'avais besoin pour faire tomber Victor. » Bruno tendit la main, mais la transforma ensuite en une étreinte. « Merci. Je ne sais pas comment vous remercier d'avoir ramené ma sœur à moi. » Raphaël sourit. « Remerciez-la. Marine n'a jamais abandonné. C'est son courage et sa détermination qui ont rendu tout cela possible. » Les semaines suivantes, l'affaire Victor Chevalier domina tous les journaux télévisés. Les enregistrements de Marine se révélèrent dévastateurs. Non seulement Victor fut emprisonné, mais 17 autres personnes le furent également, dont 3 conseillers municipaux, 2 hauts fonctionnaires de la mairie et un juge corrompu. L'empire que Victor avait bâti au fil des décennies s'effondra en quelques jours. Caroline Mercier produisit une série de reportages spéciaux qui remporta des prix nationaux de journalisme. L'affaire devint un exemple de la manière dont des citoyens ordinaires pouvaient défier la corruption et gagner. Bruno commença à se remettre de l'épreuve. Thérapie, soutien de la famille qu'il n'avait pas vue depuis plus d'1 an, et surtout la présence constante de Marine. Il avait perdu plus d'1 an de sa vie, mais refusait de laisser cela le définir. Marine, de son côté, faisait face à une décision importante,
Raphaël avait tenu sa promesse. Il lui offrit un poste de direction chez Fournier Holdings, avec un salaire généreux et tous les avantages. Mais Marine avait d'autres projets. « Je veux créer une fondation », dit-elle à Raphaël un soir, quelques mois après le sauvetage de Bruno. Une organisation qui aide les familles de personnes disparues dans des circonstances suspectes, qui fournit des ressources juridiques, des enquêteurs privés, un soutien psychologique, tout ce que j'aurais aimé avoir quand Bruno a disparu. Raphaël sourit, pas surpris. Il avait appris que Marine n'était pas mue par l'argent ou le statut, elle était mue par un but. « Je la finance », dit-il, « entièrement. Considérez cela comme un investissement personnel, vous serez la PDG et aurez un contrôle total. » Marine le regarda, les yeux brillants. « Pourquoi fais-tu ça, pour moi ?»« Parce que tu as changé ma vie, Marine. Avant de te connaître, j'utilisais mon pouvoir uniquement pour accumuler plus de pouvoir. Tu m'as montré que je pouvais faire une réelle différence, que je pouvais honorer la mémoire de mon père en aidant des gens comme lui. Comme Bruno, comme toi, ils étaient sur la terrasse du penthouse de Raphaël, la ville de Paris illuminée en contrebas. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit aux Constellations Bar. Raphaël n'était plus seulement le PDG impitoyable. Marine n'était plus la serveuse de bar feignant d'être invisible. Il s'était transformé à travers l'adversité, trouvant non seulement la justice, mais aussi l'un l'autre. Marine s'approcha de lui. « Tu sais ce qui est drôle? Si Victor n'avait pas essayé de t'enlever cette nuit-là, nous ne nous serions jamais rencontrés. Il nous a réunis par inadvertance. » Raphaël la serra contre lui. « Alors je devrais le remercier pour ça, mais pour rien d'autre. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, deux survivants qui avaient trouvé l'amour au milieu du chaos. 3 ans passèrent. Pendant ce temps, beaucoup de choses changèrent. Victor Chevalier fut condamné à 40 ans de prison pour une longue liste de crimes, sans possibilité de libération conditionnelle. Son empire fut démantelé, ses biens vendus aux enchères. L'argent récupéré fut utilisé pour indemniser certaines de ses victimes et financer des programmes sociaux. Bruno Dubois reprit sa vie. Il retourna travailler comme comptable, mais se spécialisa désormais dans l'audit de transparence pour les ONG et les organisations à but non lucratif. Il voulait s'assurer que l'argent donné à de bonnes causes arrivait vraiment là où il le devait. C'était sa façon de transformer un traumatisme en un but. La fondation Dubois-Fournier, ainsi nommée en l'honneur de Bruno et de la famille de Raphaël, devint l'une des organisations les plus respectées du pays. En 3 ans, elle aida plus de 200 familles à retrouver des proches disparus. Toutes les histoires ne se terminèrent pas aussi heureusement que celle de Marine et Bruno. Mais toutes les familles reçurent du soutien, des ressources et surtout le sentiment qu'elles n'étaient pas seules dans leur quête de réponse. Marine découvrit qu'elle avait un talent inné pour la gestion. La fondation grandit sous sa direction, s'étendant à d'autres régions, développant des partenariats avec les autorités et formant des bénévoles. Elle était souvent interviewée, invitée à des conférences, reconnue dans la rue, mais elle n'oublia jamais d'où elle venait, ne perdit jamais l'humilité qui la rendait si efficace. Raphaël continua de diriger Fournier Holdings, mais avec une perspective complètement différente. Il mit en place des programmes d'éthique d'entreprise rigoureux, créa une division de responsabilité sociale, s'assura que ses projets immobiliers profitaient aux communautés où ils étaient construits, et pas seulement à ses investisseurs. Il avait promis à son père qu'il utiliserait son pouvoir pour le bien, et il tenait enfin pleinement cette promesse. Et à travers tout cela, Marine et Raphaël restèrent ensemble. Ce ne fut pas toujours facile. 2 individus forts, habitués à diriger, se heurtèrent parfois. Ils discutaient, débattaient, se mettaient au défi, mais toujours avec respect, toujours avec amour. Ils se complétaient d'une manière qu'aucun d'eux n'attendait. Un samedi matin ensoleillé, exactement 3 ans après le jour où Bruno fut secouru, Raphaël se réveilla tôt. Marine dormait encore à côté de lui dans le lit king size du penthouse qu'ils partagèrent désormais. Il observa son visage détendu dans le sommeil et ressentit une vague de gratitude. Cette femme extraordinaire lui avait sauvé la vie de bien plus de manières que simplement physique. Elle avait sauvé son âme. Il se leva silencieusement et se rendit dans le salon. Sur la table de chevet, il prit une petite boîte en velours bleu. Il avait acheté la bague 2 semaines auparavant, attendant le moment parfait. Mais il réalisa qu'avec Marine, il n'y avait pas de moment parfait.
Chaque moment ensemble était parfait à sa manière. Quand Marine se réveilla et sortit sur la terrasse où Raphaël prenait son café, elle le trouva à genoux. « Marine Béatrice Dubois, dit-il, la voix ferme mais émue. Tu es entrée dans ma vie comme une tornade. Tu as tout changé. Tu as fait de moi une meilleure personne. Tu m'as appris que le courage ne vient pas des comptes en banque, que l'amour ne respecte pas les classes sociales, que la justice vaut n'importe quel sacrifice. Veux-tu m'épouser » Marine le fixa, les larmes coulant déjà. « Oui, 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt, un diamant simple, mais parfait. Et ils s'embrassèrent tandis que le soleil se levait sur Paris, la ville qui les avait unis d'une manière si improbable. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, une cérémonie intime mais magnifique dans un vignoble en Champagne. Bruno était le témoin de Marine, Douglas était le témoin de Raphaël, Caroline Mercier était parmi les invités, ainsi que les familles que la Fondation avait aidées, formant une petite foule de personnes dont les vies avaient été touchées par cette histoire de courage et de rédemption. Pendant les vœux, Marine parla de trouver l'amour là où elle s'y attendait le moins, de la façon dont les pires situations mènent parfois aux meilleurs résultats, de la manière dont elle et Raphaël avaient transformé la douleur en un but et le but en amour. Raphaël parla d'une nuit, 3 ans et demi plus tôt, où une serveuse de bar lui avait tendu un billet qui avait changé sa vie, d'apprendre que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle, mais de la connexion, de trouver sa partenaire, son égale, son âme sœur, en la personne qui l'avait sauvée de plus de manières qu'elle ne le saurait jamais. Il n'y dit qu'eut pas un œil sec à la cérémonie. Aujourd'hui, 5 ans après cette nuit fatidique au Constellation Bar, Marine et Raphaël mènent une vie bien remplie. Elle continue de diriger la fondation, désormais étendue à l'échelle nationale. Il est toujours chez Fournier Holdings, mais la moitié des bénéfices est reversée à des causes caritatives. Ils ont 2 enfants, une fille de 2 ans nommée Livia et un bébé de 6 mois nommé Gabriel. Bruno est un oncle dévoué, présent à chaque anniversaire, à chaque étape importante. Il s'est marié aussi avec une enseignante rencontrée pendant sa thérapie post-traumatique. Ils ont leur propre fils et les enfants grandissent ensemble, entourés d'amour et constamment rappelés du pouvoir de la famille, de la persévérance et de la justice. Chaque année, à la date anniversaire du sauvetage de Bruno, toute la famille se réunit. C'est un jour de célébration, de réflexion, de gratitude. Ils visitent la tombe symbolique qu'ils ont faite pour la version d'eux-mêmes qui existait avant ces événements transformateurs, parce qu'aucun d'eux n'est la même personne qu'avant. Tous ont été forgés dans le feu de l'adversité et en sont sortis plus forts, plus sages, plus connectés. Et ainsi, une histoire qui a commencé par la terreur, la manipulation et le danger, s'est terminée par l'amour, la justice et l'espoir. Parce que parfois, les moments les plus sombres nous mènent à la lumière la plus brillante. Parfois, les personnes qui avaient l'intention de nous détruire nous conduisent par inadvertance à notre destin. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin est un billet plié d'une courageuse inconnue pour changer tout le cours de nos vies. Raphaël et Marine le savent mieux que quiconque. Et chaque soir, lorsqu'ils mettent leurs enfants au lit et s'assoient ensemble sur la terrasse, regardant la ville illuminée, ils se souviennent de ce moment dans l'entrepôt abandonné où ils ont conclu une alliance. Une alliance qui s'est transformée en partenariat, qui s'est transformée en amour, qui s'est transformée en une vie qu'aucun d'eux n'avait rêvé possible. Et ils sont reconnaissants. Reconnaissants pour le courage de l'un et de l'autre, pour la seconde chance que la vie leur a donnée et pour l'amour improbable mais profond qu'ils ont trouvé dans les circonstances les plus impossibles.